Bienvenue à HEC Alumni Pays de la Loire, qui regroupe aujourd'hui des sections à Nantes, au Mans, à Saumur, à Angers, en Vendée et à Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir avec l'équipe de Nantes de vous proposer cette conférence sur les États-Unis avec le professeur Jérémy Guez, professeur à HEC, qui est franco-américain et qui a justement plein de clés à nous donner sur la vision de l'Amérique de demain et de nos échanges avec ce pays. Et je vous invite aujourd'hui à la suivre. Nous avons eu de nombreuses personnes en présentiel et je remercie PwC d'avoir accueilli cette conférence. Et puis tous les groupements d'HEC Alumni, Géostratégie, Génération Chaire, Développement International et tous les autres aussi en région et également les étudiants d'HEC qui ont pu suivre également cette conférence. Donc c'est un plaisir aujourd'hui maintenant de vous la partager. Je vous laisse avec notre conférencier Jérémy commencer cette conférence. Parler ce soir des États-Unis qui nous ont occupés énormément le mois dernier, et peut-être vous donner quelques perspectives sur ce que je dirais comment dirais-je, ce à quoi on pourrait s'attendre à la fois des États-Unis à court terme, de ce Donald Trump qui ne cesse de nous surprendre, et des États-Unis, je dirais, à plus long terme. Je veux dire, il en a pour 4 ans, ça c'est sûr, il ne peut plus se représenter, ça c'est à peu près certain. Donc, qu'est-ce que cette élection nous enseigne? Euh, j'ai envie de vous dire à tous, alors je ne vous connais pas tous, mais je ne fais qu'imaginer que vous avez tous eu une forme ou une autre d'expérience aux États-Unis ou avec les États-Unis, ou que vous avez connu un pays que vous avez beaucoup aimé ou que vous avez beaucoup détesté. Je pense qu'il ne vous a rarement laissé indifférent. Mais le message principal que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que ce pays n'est plus le même. Ce pays n'est plus le même, il s'est profondément transformé, et je pense que si nous ne nous rendons pas compte, on risque de se prendre quelques claques magistrales personnelles, quelques claques magistrales professionnelles, et, excusez-moi, ça c'est les collègues qui nous appellent, j'ai oublié de... Hop, quelques claques magistrales professionnelles, et quelques claques, je dirais aussi au niveau européen, j'en dirais quelques mots. Je pense il s'agirait donc de tirer quelques leçons de ce scrutin et d'insister que Donald Trump, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, contrairement à nos espoirs de 2016, eh bien, je vous dirais, n'est pas un accident. C'est finalement dans le sens de l'histoire et c'est une manifestation, Donald Trump, plutôt qu'une cause ou qu'un événement déclencheur. Trois grandes leçons de ce scrutin. Le premier, c'est que finalement, pour moi, et c'est probablement le principal, c'est que cette élection, ça a été la collision entre deux récits. Le premier récit, c'était celui des démocrates, c'était il faut sauver la démocratie américaine. C'était un récit qu'ils ont eu pas mal de mal à imposer jusqu'en juin. Le 27 juin, il y a ce débat absolument catastrophique du président Joe Biden face à Donald Trump. Et là, pour le coup, le message, il commence sérieusement à battre de l'aile. De l'autre côté, il y avait le message républicain qui était assez simple à résumer, qui était de dire économie et inflation. Pardon, économie et immigration. Économie, donc bien entendu l'inflation, et de l'autre côté, immigration. Il y a eu un événement qui nous a tous marqués, celui du 13 juillet, cette tentative d'assassinat. Il y a eu ces images absolument incroyables d'un président à terre avec la foule derrière à terre, et puis qui peu à peu renaît de ses cendres, se remonte et tout avec les deux bras en l'air. Euh, il y avait quelque chose de quasi biblique, hein, quasi spirituel. Il a trouvé une deuxième vie avec cette tentative d'assassinat. Mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé ce jour-là, c'est que ce récit des démocrates qui disait c'est une élection qui porte sur l'état de la démocratie américaine et qu'il faut sauver la démocratie américaine, soudainement, avec cette tentative d'assassinat, eh bien, ils ont un peu perdu leur monopole de parti qui incarnait, je dirais, l'alternative pour sauver la démocratie américaine. Soudainement, dans la tête d'un certain nombre de républicains, est-ce que vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Très bien, ok. Non, parce que j'avais l'impression que
l'image s'était figée, alors je me suis dit, est-ce que je suis Ouais. en train de me Non, parler? non, 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 et on avait coupé le micro de notre côté, mais on vous entend très bien. Ok, bon, je ne me parle pas tout seul, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ce 13 juillet, les républicains ont retiré, je dirais, le monopole au Parti démocrate du parti qui était le seul à s'intéresser à l'état de la démocratie américaine. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les démocrates n'ont pas pu mener cet objectif à bien de dire un référendum sur l'état politique, l'état de santé politique des États-Unis. Ils ont réussi à remarteler le message économie et immigration. Et finalement, il y a eu cette collision entre l'état de la démocratie américaine et l'économie. Et les républicains ont réussi à tirer leur épingle du jeu en se disant, bah, finalement, comment dirais-je, cette démocratie américaine, peut-être qu'elle ne va pas si bien, mais peut-être qu'elle ne va pas si mal. Et si elle va mal, ce n'est pas forcément la faute exclusivement des républicains. Et d'ailleurs, ce sont les républicains les premières cibles. Et d'ailleurs, à la fin du mois, il reste l'inflation, il reste cette menace de l'immigration. Et donc, dans cette collision, eh bien, c'est bel et bien le récit des républicains se concentrant sur l'économie qui a gagné. Et je vous dirais, bah, la seule surprise à la fin de ce scrutin, c'est cette étrange continuité de la vie politique américaine qui est que, à la fin des fins, eh ben, écoutez, c'est l'économie qui gagne et c'est les préoccupations économiques qui prédominent. Gallup, l'institut de sondage que vous connaissez tous, avait offert un panorama assez efficace finalement de ces préoccupations et qui le montrait assez bien, qui montrait assez bien cette collision et montrait assez bien finalement le léger avantage républicain. Donc ça, c'était pour dire que l'économie, comme toujours, ça restait la préoccupation extrêmement importante aux yeux de l'électorat américain, quasiment aussi importante qu'en 2008, au lendemain de la crise et de la chute de Lehman Brothers, et beaucoup plus qu'en 2012, 2016 et 2020, vous le voyez. Donc on sent bien finalement cette omniprésence de l'économie, même si en dehors des États-Unis, on aurait pu croire finalement au potentiel de ce récit sur l'état de la démocratie américaine. Ça, je vais l'élargir un petit peu pour vous. Mais vous voyez, et ça encore, hein, c'est cette collision dans toute sa splendeur. Les deux premières préoccupations listées par les Américains, les électeurs américains, bah, c'était l'économie d'abord et la démocratie ensuite. Démocratie qui n'était pas très très loin derrière finalement comment dirais-je, derrière l'économie, mais on sent bien que c'était véritablement l'économie qui était en premier avant la démocratie dans cette collision. Et là aussi, on le voit, c'est assez important, hein, cette collision, donc je vous ai dit, entre récit démocrate et récit républicain, on le voit aussi, c'est-à-dire que quand on essaye de prendre ces priorités des électeurs américains, diviser ça en deux, et on essaye de voir finalement républicains, démocrates, qu'est-ce qu'ils répondent, et ben on voit bien que les républicains, de manière significative, répondent l'économie, et les démocrates, de manière significative, répondent l'état de la démocratie américaine. Donc une collision entre républicains et démocrates, républicains côté économie, démocrates côté de l'état politique, l'état de santé politique du pays, et à la fin, eh bien, comme toujours, et on le sait depuis longtemps, c'est l'économie qui a gagné cela. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé finalement l'écart que vous voyez entre les républicains et les démocrates, qui est assez significatif sur pas mal de sujets, surtout ceux qui sont les sujets les plus importants. Le point bleu, c'est la part des démocrates qui jugent la priorité très importante. Les rouges, ce sont les républicains. Et vous voyez bien que finalement, il y a eu une force de mobilisation du côté des républicains sur les sujets qui leur importaient le plus. Et peut-être que ça, c'est la cerise sur le gâteau qui explique de manière ultime l'issue du scrutin, c'est que dans cette collision, l'économie a eu le dessus, leçon numéro un, et celui qui était jugé par l'opinion publique américaine comme le plus à même de ramener la prospérité au pays, ou en tout cas de gérer cette question économique, eh ben, c'était Donald Trump par une marge de 9%. Et ça aussi, cet avantage-là, il l'a capitalisé,
Pareil pour l'immigration d'ailleurs, il l'a capitalisé, il a répété économie et immigration un certain nombre de fois, et c'est ça, je pense, qui explique tous les langues dont il a bénéficié, malgré Kamala Harris, malgré cette convention démocrate en plein milieu de mois d'août qui a été extrêmement bien réussie. Il a empêché sa rivale démocrate de capitaliser excusez-moi, sur l'élan qu'elle aurait pu autrement avoir. Voilà. Donc, première leçon du scrutin, une collision entre républicains et démocrates sur l'économie et l'état de santé politique. À la fin de l'affaire, c'est l'économie qui a gagné et ce sont les républicains qui avaient un avantage de perception et c'est cela qu'ils ont réussi à capitaliser. La deuxième chose qui est extrêmement importante, parce que je pense qu'elle est extrêmement mal comprise en dehors des États-Unis, je me demande si elle est bien comprise au sein même des États-Unis, à vrai dire. Mais c'est cette question et ce problème qui est de dire que la coalition qui a élu Trump est autrement plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un effort de rationalisation du Parti républicain qui a pleinement fonctionné. Cet effort de rationalisation disait la chose suivante. Écoutez, Donald Trump est un candidat politique sérieux. C'est une figure politique sérieuse. Mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au sérieux. Et ça, c'est l'effort de rationalisation de la part des républicains qui essayaient d'expliquer, écoutez, il y a les outrances, il y a ces mots qu'on n'utiliserait pas, mais vous savez, il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au sérieux. Les démocrates disaient exactement l'inverse. Ce n'est pas un homme sérieux, mais il faut prendre tout ce qu'il dit au sérieux. En tous les cas, force est de constater, première chose, que cette coalition, elle a tenu parce que ce discours des républicains traditionnels classiques, a été entièrement validé, entièrement, largement validé par une part suffisante de l'opinion publique américaine. Et dans cette part, c'est peut-être ça la deuxième surprise, et c'est peut-être ça qui est extrêmement mal compris en dehors des États-Unis, la part des minorités devient de plus en plus significative. Et ça, c'est assez frappant parce que ça nous rappelle que finalement, quand moi j'ai commencé à étudier, vous savez, de manière formelle la carte électorale américaine au début des années 2010, on disait souvent l'hypothèse de base était de se dire les minorités vont donner aux démocrates une majorité permanente à la Maison-Blanche. Les courses locales, vous aurez quand même des poches conservatrices qui permettront aux républicains de gagner les élections, mais la part importante des minorités dans la population qui vont devenir majoritaires par rapport aux populations blanches fait que les démocrates vont gagner de manière permanente la Maison-Blanche. Tel était le discours au début des années 2010. Or, force est de constater que ces minorités aujourd'hui ont été largement frappées par l'inflation. Deuxièmement, euh, disons les choses franchement, elles n'ont pas exprimé un doute particulier à l'idée de fermer la porte derrière elles, pour celles d'entre elles qui étaient immigrées. Donc finalement, la lutte contre l'immigration illégale leur a rarement posé de problème. Troisièmement, et puis peut-être que tout cela va ensemble, c'est une population qui est relativement peu éduquée, et ce qui veut dire que finalement, eux ont eu des difficultés tout à fait particulières qui ont rendu le Parti républicain crédible à leurs yeux et qui ont rendu la figure de Donald Trump crédible à ses yeux. Et donc cette coalition de Donald Trump, elle est autrement plus large, et je pense qu'il y a eu un peu de complaisance de la part du Parti démocrate pendant un certain nombre d'années. Et 2016 est passé par là, 2020 est venu l'annuler un petit peu comme un accident. On se rend compte que cette complaisance est en train de leur jouer des tours de manière assez significative. Alban est peut-être sur ce call et je l'en remercie. Il m'a filé ces chiffres qui étaient assez édifiants. Alors, il y en a pas mal. Ceux-là, ils sont tirés de la BBC. 13% des électeurs noirs qui votent pour Donald Trump, ça peut vous sembler très, très petit. C'est beaucoup plus qu'en 2020 et beaucoup plus qu'en 2016. Regardez les hispaniques et les latinos. Ils jouent quasiment à armes égales Donald Trump face à Kamala Harris. Ça, c'est absolument fondamental, parce que ça montre encore que ces minorités ne sont pas finalement assignées à être des démocrates toute leur vie. Un peu moins frappant, mais quand même avec les minorités asiatiques. Ces minorités-là commencent à devenir profondément américaines au sens où, c'est plus l'état de l'économie et plus, je dirais, leur
statut social défini par leur diplôme et leur niveau universitaire, qui en dit long sur finalement leur adhésion au Parti républicain et qui détermine ce vote pour le Parti républicain. Un autre, Patrick Flynn, a fait ce graphique absolument exceptionnel, qui résume exactement tout ce que j'ai essayé de vous dire et qui en ajoute un petit peu plus. Regardez cette catégorie de la population avec un niveau d'éducation faible et un niveau de revenu faible. Typiquement, là où Bill Clinton en 1996 faisait carton plein et qui lui permettait de gagner. Regardez cette population-ci qui a un niveau d'éducation important et relativement riche, voire même très riche. Et bien là, le concurrent de Bill Clinton en 1996, je pense que personne ne s'en souvient de lui, Bob Dole, la figure du conservateur traditionnel, classique, historique des États-Unis, eh ben c'est exactement là où il était. Regardez en moins de 20 ans ce qui s'est joué. On a finalement un parti républicain qui est venu peu à peu chasser sur les terres du Parti démocrate. Et c'est bel et bien ce que Trump incarne, cette espèce de ralliement des classes moyennes, voire populaires, qui ont payé le prix de la mondialisation, qui ont payé le prix, je dirais, de l'Afghanistan et de l'Irak, qui ont payé le prix de la désindustrialisation, qui ont payé le prix de la pandémie des opiacés, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en dehors des États-Unis, mais qui a été absolument traumatique, qui ont payé le prix du commerce avec la Chine, notamment, et ben désormais, eux qui auraient voté pour Bill Clinton en 1996 sont désormais dans le camp de Donald Trump en 2024, et vice-versa. Ceux-là qui auraient voté pour la figure conservatrice classique à la papa en 1996 que Bob Dole est, et ben désormais votent pour Kamala Harris. Et donc on voit bien cette coalition Trump qui est large, qui est hétéroclite, qui subsiste et qui est résiliente parce qu'elle croit que Donald Trump est sérieux, mais elle ne prend pas tout ce que Donald Trump dit et ne le prend pas tout au sérieux. Et donc, bien, c'est bien ça ce qui aurait pu paraître comme une anomalie, voire une aberration, et ben, est désormais je dirais, une caractéristique durable de l'environnement politique américain. Donc, dernier point, troisième leçon, donc une collision, on en a parlé, la coalition Trump, on vient d'en parler, bah, le triomphe est évident, il est incontestable, certes, mais il est beaucoup plus modeste que ce que les grands titres nous laissent penser. Juste ça, je l'agrandis pour vous. Donc, la marge de victoire, eh ben, regardez où se trouve Donald Trump. Il est ici. Donc, il n'a fait que battre Nixon en 1968 et Kennedy en 1960. Ça, c'est les deux plus grandes marges de victoire. Et si on met à part Bush 2000 et Trump 2016, où il n'avait pas gagné le vote populaire, ce qui est reflété ici, n'est-ce pas? Mais Trump, effectivement, c'est 1,7%. C'est une des plus faibles marges depuis une centaine d'années, voilà, et qui est à peine plus forte que celle de Nixon en 1968. Donc oui, c'est un triomphe, mais méfions-nous finalement de ne pas voir que c'est quand même un pays profondément divisé, qu'au niveau du vote populaire, on était à peu près à 50-50 et qu'il y a toute une partie du pays qui ne se reconnaît pas dans l'autre et vice-versa. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est de se dire oui, c'est un triomphe de Donald Trump, mais ce qu'on est en train de voir dans ses choix et ses premiers choix de cabinet, donc de ministère, c'est que le Parti républicain continue de jouer son rôle de contre-pouvoir et que sur un certain nombre de choix qui ont été particulièrement qui ont laissé particulièrement perplexe, voire qui ont posé problème, on voit que le Parti républicain est en train de pousser pour des changements. Et là encore, merci Alban pour ce slide. Bah, vous voyez, par exemple, le ministre de la Justice, Matt Gaetz, bah, a dû démissionner, en tout cas, démissionner non, puisqu'il n'a jamais été nommé, mais a dû renoncer à la candidature. Et souvenez-vous de ce présentateur de Fox News, un vétéran américain, Pete Hegseth, nommé pour être à la tête du Pentagone, qui est en extrême difficulté à ce jour et pourrait, du fait de la pression des républicains, renoncer à ça. Donc et puis dernier point, parce que je vois que Alban l'a inclus sur Elon Musk, on pourra en reparler tout à l'heure, juste un mot. Ne sous-estimez pas la querelle d'ego entre les deux hommes. La querelle d'ego entre les deux hommes qui aujourd'hui fait que
elle est un peu calmée par le fait qu'il y a eu une convergence d'intérêts pendant cette élection 2024, mais là, très rapidement, elle risque de refaire surface. Je ne crois pas un seul instant en la durabilité de cette relation proche entre Donald Trump et Elon Musk. Voilà, je crois qu'on est enregistré, cher Laurent, cher Olivier, chère Nathalie, donc vous pourrez me le ressortir si Elon Musk est encore là dans 4 ans, mais à titre personnel, je n'y crois pas pour les raisons que je vous ai données. Voilà les 3 leçons d'un scrutin. Je suis un petit peu bavard, je vais essayer d'accélérer. Je voudrais vous dire quelques mots sur, je dirais, les continuités et les ruptures auxquelles on peut s'attendre, et d'ailleurs beaucoup plus de continuité que de rupture. Encore une fois, l'Amérique est différente, mais Trump n'est que révélateur, ne fait que révéler cette différence, et à vrai dire, elle n'est vraiment qu'il est qu'une manifestation plutôt que la cause de cette différence. Juste vous présenter quelques points. Je suis un peu embêté parce que mon beau fond d'écran a disparu entre mon iPad et mon ordinateur. C'est dommage, j'avais fait un beau fond d'écran avec un drapeau américain. Donc imaginez-vous un beau drapeau américain sur mon slide. Je ne sais pas où il est passé. Bref, Trump n'est pas une rupture. C'est pas une rupture, c'est pas un accident, c'est effectivement donc la manifestation de, je dirais, cette transformation de la politique américaine. Moi, je la date de 2006, cette transformation. 2006, c'est les 2 dernières années de George W. Bush. Souvenez-vous, il perd les élections de mi-parcours de manière brutale. C'est une véritable claque, une véritable branlée pour les républicains de 2006. À cette époque, George Bush, fils, 43, décide de remercier Donald Rumsfeld. À l'époque, il est à la tête du Pentagone, et le remplace par quelqu'un qui s'appelle Robert Gates. Robert Gates est une figure politique américaine extrêmement intéressante qui n'a pas tout à fait quitté la scène politique. Donc souvenez-vous de ce nom. Robert Gates prend la tête du Pentagone et il y restera malgré l'élection d'Obama. Donc, dans un climat politique assez délétère et assez divisé, dans lequel on souligne à juste titre les divisions entre républicains et démocrates, on se rend compte que lui, il est suffisamment consensuel pour rester au Pentagone les premiers mois d'Obama, malgré la victoire du parti opposé à la Maison-Blanche. Et Robert Gates va prononcer cette phrase dans le texte, qui est assez impressionnante, et qui dit n'importe qui se trouve dans ma position à moi, Robert Gates, et qui pourrait suggérer à un président américain de se lancer dans les mêmes aventures qu'en Irak et en Afghanistan, et noter qu'il n'y a aucune différence entre les deux à ses yeux, eh bien, devrait aller se faire examiner la tête. C'est exactement ce qu'il dit mot pour mot. Et souvenez-vous, vous savez, nous les Américains, comme on disait, ce qui est bon pour le reste du monde est bon pour l'Amérique. Et ben, c'est à ce moment-là, je crois, qu'on commence à se poser quelques questions sur cette vieille sagesse populaire. Ce qui est bon pour le reste du monde n'est pas forcément bon pour le reste de l'Amérique, et qu'on a peut-être tiré tous les dividendes de la mondialisation jusqu'à maintenant. Ça, c'était pour Bush. Obama, un autre président. En Europe, on l'a célébré. C'était l'Amérique qu'on aimait. C'était quelqu'un qui incarnait quelque chose de fondamentalement différent. Pourtant, il va garder le même ministre de la Défense, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il sera, et nous, Européens, on l'a oublié ça, hein, mine de rien. Mais il sera souvent irrité et agacé à l'idée de venir en Europe et avoir 27 différents interlocuteurs. Il n'aura jamais compris cette logique-là. Et puis, il aura un jeune conseiller, conseiller adjoint à la sécurité nationale, du nom de Ben Rhodes, qui va théoriser cette idée. Alors, ceux d'entre vous qui se souviennent de vos cours de théorie des jeux, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Mais Ben Rhodes dira à Barack Obama, le monde est devenu un jeu à somme nulle. Et ce que ça veut dire, c'est ce que vous gagnez, je le perds. Et ce que je gagne, vous le perdez. Le contraire d'un jeu gagnant-gagnant en quelque sorte. Jeu gagnant-gagnant tel que la mondialisation avait été pensée par les États-Unis et imposée par les États-Unis. Là, le tournant commence à s'accélérer. C'est plus ce qui est bon pour le reste du monde n'est pas bon pour l'Amérique, c'est en plus de ça, notre capacité à trouver un compromis va devenir de plus en plus difficile. Et ce qui est frappant avec Obama, c'est qu'on commence à sentir un espèce de tournant, une accélération de tournant qui a commencé avec Bush, 2 présidents différents, 2 partis différents, et on commence à sentir la ligne directrice. Ah, 2016.
toute sa splendeur. Là où Barack Obama prenait des gants et peut-être nous a un peu endormis, les Européens. Lui, il arrive en nous disant textuellement ce qu'il en est, à savoir America First, à savoir Make America Great Again. Et là, soudainement, bah, l'Amérique commence comment dirais-je, à se trouver une histoire qu'elle avait oubliée ou alors qu'elle n'avait même pas imaginée par le passé. Et là, c'est même plus le jeu, pardon, la mondialisation est un jeu à somme nulle. C'est désormais, il va falloir se lancer dans un bras de fer continu avec le reste du monde et qu'il va falloir finalement bah, ne plus être les gendarmes, mais essayer d'être beaucoup plus exigeant dans l'analyse coût-bénéfice finalement des opérations américaines. Donc, encore une fois, on est dans l'accélération et on n'est pas dans la rupture avec Donald Trump. Joe Biden, élu contre Donald Trump, élu pour remplacer Donald Trump, célébré à travers le monde comme une alternative de Donald Trump. Et pourtant, lui est celui qui va proposer la synthèse de ces quatre présidences, en offrant une politique étrangère au service des classes moyennes. Assez étrange comme formulation, une politique étrangère au service des classes moyennes, qui nous rappelle finalement quoi? Qui nous rappelle que on est finalement dans une perspective dans laquelle les classes moyennes ont payé le prix le plus dur de la crise de 2008, le prix le plus dur, je vous en parlais tout à l'heure, du commerce avec la Chine, de la crise des opiacés et ainsi de suite. Et c'est un rappel, mesdames et messieurs, que finalement, l'Amérique qui n'aligne pas ses intérêts étrangers avec ces classes moyennes, c'est une Amérique qui devient radicale. Et Joe Biden dit, peut-être que cela ne vous plaît pas, mais je pense que vous me préférez moi à mon prédécesseur. Tout cela n'a pas fonctionné puisque de toute façon Donald Trump a regagné la Maison Blanche, mais est un rappel, je pense, que désormais c'est une Amérique qui a changé, qui prête davantage attention, je dirais, à ses préoccupations internes, et c'est ça qui dicte finalement tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui explique pourquoi il y a un consensus imbattable et bipartisan autour de la Chine, parce que l'intérêt de la rivalité avec la Chine sur le plan intérieur est clair et net, protéger les emplois, garder la suprématie technologique américaine et ainsi de suite. Par contre, pourquoi est-ce que les Américains ont autant traîné des pieds sur un dossier ukrainien ou sur le dossier du Moyen-Orient? C'est parce que l'intérêt des classes moyennes américaines était très proche de zéro. Et c'est là où on commence à comprendre finalement l'état d'esprit dans les stratèges de Washington, qui a moins à voir avec le résident de la Maison-Blanche et tout à voir avec cette transformation structurelle que j'essaye de décrire pour vous. Sur Trump, encore une fois, manifestation d'un phénomène, plus une manifestation comment dirais-je, qu'une cause ou qu'un phénomène déclencheur. Souvenez-vous, pourquoi lui et pourquoi sur cette personne et cette figure politique particulière? Eh bien, parce que c'est un homme qui a parlé à une partie du peuple américain à qui plus personne ne parlait. Souvenez-vous de trois choses, hein. C'était le propriétaire de Miss America, l'équivalent enfin, le concours de beauté. Oh, zut. En France, Miss France, oui, d'ailleurs c'est simple, Miss France. Donc c'était lui le propriétaire de Miss America, expert en concours de beauté et expert dans cette télé assez populaire. Il est ensuite devenu, vous le savez, l'animateur de cette émission de télé-réalité, The Apprentice, qui lui a permis, en plus de se connecter avec ce peuple à qui personne ne parlait, à qui plus personne ne parlait, d'avoir cette figure de self-made man qui a réussi, pile à un moment où l'innovation américaine commence à reprendre des couleurs depuis 2020, est devenue beaucoup plus féminisée et est devenue beaucoup plus drivée par les minorités. Et ça, cet entrepreneuriat américain, à mon avis, commence à prêter attention à cette figure de Donald Trump. Ses opposants pensent qu'il ne la mérite pas, mais j'ai envie de vous dire, en matière de perception, cela ne veut rien dire. Et ce qui veut dire que ça lui a permis de solidifier cette base, y compris parmi des entrepreneurs de minorité. Et puis, c'était pas seulement l'animateur de cette émission de télé-réalité, c'était aussi le producteur exécutif. Et donc, il a développé une expertise assez significative dans cette capacité à raconter une histoire et à la mettre en avant et raconter un récit. L'histoire nous le dira, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas partager cette réflexion avec vous, jusqu'au point de frôler la mort de quelques millimètres
d'être à terre et de se rendre compte que c'est l'histoire la plus fantastique qu'il pourra raconter en se levant, en invitant la foule derrière lui à se lever et à être en mesure je dirais, de rebondir de ses cendres. L'expert en storytelling, il est exactement là. Donc finalement, c'est pas un accident de l'histoire. Il incarne cette évolution structurelle de la politique américaine. Et pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a eu cette connexion avec une partie de l'Amérique qui ne votait plus et à qui plus personne ne parlait, et lui était en mesure finalement comment dirais-je, de lui parler, et de communiquer avec elle. Et puis, le dernier point hein, finalement tout ça, c'est, vous savez, dans d'autres forums et dans mes écrits, j'ai beaucoup eu l'occasion de m'inquiéter de cette mondialisation qui devenait un jeu à somme nulle, de ce que j'ai appelé autre part le grand divorce ou le découplage économique, là où la mondialisation finalement se fragmente, pas de la démondialisation, mais une fragmentation de la mondialisation, et ce que d'autres ont pu appeler le monde post-Organisation mondiale du commerce. Et on avait beaucoup négocié finalement pour que les normes commerciales, pour que tous les traités commerciaux soient gouvernés par l'Organisation mondiale du commerce. Force est de constater que ça, ce consensus a à peu près disparu et que, vous savez, dans les écoles de commerce, et vous le savez, puisque vous en avez toutes fait une, n'est-ce pas? Mais il y avait une Bible, c'était Getting to Yes. Je me demande si je ne l'ai pas quelque part, mais bon, bref, peu importe. Getting to Yes, c'était la Bible de la négociation, et ça vous enseignait d'essayer de trouver des overlaps, de trouver un terrain commun pour trouver un compromis. Bon, ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que dans le milieu des années 80, il y a eu un livre extrêmement médiocre qui était un best-seller du New York Times, mais qui était vraiment médiocre, qui s'appelait The Art of the Deal, d'un certain Donald Trump, qui à l'époque était connu pour être un géant de l'immobilier américain. Et plutôt que de parler de négociation, il se met à parler de deal. Et plutôt que de dire chercher un compromis, il vous dit non, 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 non. Il n'y a aucune négociation qui est un jeu à somme positive. Les compromis, c'est pour les losers. Et finalement, si vous ne vous lancez pas dans un rapport de force extrêmement important dès le début, eh bien, vous allez perdre beaucoup finalement, et que la vérité, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lancent dans ce rapport de force. Eh bien là, on voit quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau international et au niveau des Américains qui ne pensent plus que ce qui est bon pour le reste du monde est bon pour eux, et donc la recherche du compromis, qui était à la base des institutions de Bretton Woods, qui était à la base de cette mondialisation, eh bien a complètement disparu, et on est dans une Amérique qui se lance dans un rapport de force que Trump a théorisé depuis une quarantaine d'années, un petit peu moins, une trentaine d'années, et donc ça, on ferait bien de s'en souvenir, parce que finalement, l'Europe risque d'être bloquée, je dirais, dans le monde du passé. Bon, alors ce à quoi on pourrait s'attendre. Là aussi, ça a disparu. C'est terrible, hein, Microsoft. Bref, euh, euh, quatre choses, je dirais, à court terme. La posture, elle est importante. Quand il annonce des tarifs douaniers sur le Canada, le Mexique et la Chine, donc 10% sur la Chine, 25% sur le Canada et le Mexique, dites-vous bien qu'on est dans la posture. On est dans un point de départ d'un deal ou d'une force de négociation, ou voilà, vous pourrez l'appeler comme vous le souhaitez. Mais ça veut dire que le rapport de force, il va falloir l'intégrer finalement dans notre ADN. Il va falloir l'intégrer dans notre compréhension du monde. Là où l'Union européenne s'est construite avec un certain nombre de compromis et d'envisager finalement d'une norme commune, là on est véritablement dans un rapport de force, et le tarif douanier le montre. Le thème de l'immigration, c'est un cri de ralliement de la base républicaine. Un cri de ralliement assez significatif. Il y a une part de fantasme. Peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre de Jean Raspail. Je ne vous le conseille pas, hein. C'est très ennuyeux et assez effrayant. Jean Raspail, Le Camp des Saints, c'est un livre de chevet de Steve Bannon, qui est une des éminences grises de Donald Trump. Il a été viré du cercle, il revient peu à peu, il vient de sortir de prison, donc ça va bien. Et donc voilà, un livre français qui est son livre de chevet, ce fantasme de l'invasion barbare qui revient, c'est un cri de ralliement, mais gardez à l'esprit que le patronat pourrait revenir au bon souvenir de Donald Trump, se rappeler au bon souvenir de Donald Trump, et pourrait lui dire, nous vous avons élu pour lutter contre l'inflation,
toutes ces pressions sur l'immigration ne sont pas bonnes pour l'inflation. Et donc, en tous les cas, les marchés financiers, les marchés obligataires, au lendemain de l'élection, bah, contrairement au marché des actions d'ailleurs, disaient craindre, quand on lisait entre les lignes, une menace inflationniste. Et je pense que cette menace inflationniste est pleine et entière. Bref, so what, il est revenu mon beau drapeau. L'Amérique, bah, j'ai essayé de vous le dire, n'est plus le même pays, et ça, il faudra le garder en tête. Donc, bah, c'est un pays que les profs d'histoire géo en France ont souvent moqué quand j'étais jeune, en me disant c'est un pays sans histoire, un pays qui ne connaît pas son histoire et qui est sans histoire. Et ben, désormais, il a une histoire, et il s'en rend compte. Il est en train de l'intégrer dans sa culture et dans sa manière d'être. Et de manière paradoxale, et c'est mon interprétation des choses, bah, ça le rend moins optimiste de connaître sa propre histoire. Si bien qu'encore une fois, cette Amérique qu'on a pu connaître, qu'on a pu adorer, qu'on a pu détester, qu'on a pu adorer détester, eh bien, c'est plus le même. C'est absolument plus le même parce qu'il est en train de se raconter un récit qui est fondamentalement différent. La première des préoccupations, et quand vous vous posez la question que fera l'Amérique, eh bien, demandez-vous quel est l'intérêt des classes moyennes. Ça, c'est la synthèse et l'héritage de Joe Biden, d'avoir été en mesure de théoriser tout ça et de dire tout ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, c'est au service des classes moyennes. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, cette politique fiscale extrêmement agressive, comme l'Inflation Reduction Act, qui était juste un chapitre très impressionnant et très significatif, mais un chapitre avec beaucoup de sous-chapitres en dessous, je pense sera la règle et continuera à l'avenir. Parce que ça participe à comment dirais-je, construire un pays et un écosystème qui devrait être bénéfique au plus large. Voilà. Le monde post-OMC, je vous en ai parlé, et ça veut dire bah, l'Amérique, elle peut écouter, elle peut négocier, mais ça va être au nom d'un deal et non au nom d'un compromis. Et ça, il faudra s'en rendre compte parce que ça en dira long sur notre capacité à imaginer finalement le rôle des États-Unis. Au niveau interne, pour ceux que ça intéresse, on peut développer au besoin, on peut développer tout ce que vous voulez au besoin, mais c'était un marché qui était déjà local. Il va le devenir autrement plus à l'avenir. Ça veut dire la manière dont vous communiquez, la manière dont vous marketez, la manière dont vous parlez aux Américains. Il va falloir faire extrêmement attention dans cette société très polarisée et très divisée. Et il y avait un génie du journalisme récemment qui nous disait, vous savez, autrefois, dans les années 80, dans notre jeunesse, cette canette de Perrier, je vous aurais dit, buvez-la parce qu'elle va assouvir votre... oh, zut, c'est terrible. J'essaie de traduire en... assouvir votre soif. Voilà. Désormais, on vous dit, bah, le meilleur message marketing, c'est buvez-la, parce que si vous la buvez, vous ferez partie d'une tribu de happy few qui boivent cela et qui sont finalement limités à des gens très très sympathiques, très cool et ainsi de suite. Voilà ce qui est devenu le marketing. Et là, c'est un marketing d'autant plus tribal que le marché est devenu extrêmement local. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra intégrer, je pense, dans les plans. La régulation des grandes entreprises, alors un phénomène absolument frappant, c'est quand le vice-président élu J.D. Vance commence à faire l'éloge de Lisa Khan. Lisa Khan, c'est la chef de la FTC, là, en charge de l'organe en charge de la régulation et de la politique de la concurrence aux États-Unis, qui a été nommée par Joe Biden, qui est connu pour ses positions extrêmement progressistes. Ils se rejoignent sur cette lutte contre les monopoles et contre les grandes entreprises, ils se rejoignent. Et ça, pour moi, si je pense qu'on peut s'y attendre, ça va être la nouvelle règle, cette réglementation et cette bataille contre les monopolies, avec une exception immense et notable, bien entendu, c'est sûr, les réglementations liées à l'environnement. Margaret Albright nous avait dit nous sommes une nation indispensable. Eh ben, no more, j'ai envie de vous dire. Il ne s'envisage plus comme une nation indispensable. Ça, c'est un bon résumé. Je l'ai dit dans beaucoup de forums, peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu le dire, et pour moi, c'est la conclusion. Quand je doute, je me souviens de Churchill, qui aurait dit, c'est pas confirmé, mais qui aurait dit, bah, faites toujours confiance aux Américains pour faire la bonne chose après avoir épuisé toutes les autres options. Et donc, je vous dirais peut-être que ce dont on parle, c'est le temps que ça va prendre aux Américains d'épuiser toutes les autres options. C'est peut-être ça, finalement, l'enjeu. Je voudrais, avec votre permission, Laurent, Olivier et Nathalie, bah déjà vous dire
Voilà en tout cas mes réflexions en 45 minutes, ce que je peux vous livrer. J'espère que nous pourrons continuer la conversation. Avec votre permission aussi, je voudrais vous dire que, à titre personnel, je suis absolument terrifié et terrifié par l'évolution du débat intellectuel mondial, tout particulièrement aux États-Unis et tout particulièrement sur les campus américains. Je voudrais vous dire, votre campus de Jouer-Josas s'est sacrément bien porté depuis 14-15 mois, là où on a pu voir beaucoup de dérives. Et ça, pour le coup, on peut être fier de nos étudiants, on peut être fier de nos anciens, on peut être fier de nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Mais le risque est toujours là. J'ai créé cette newsletter et cette plateforme pour pouvoir continuer cette conversation avec un principe qui m'est absolument cher, à savoir la sécurité des personnes est non négociable. En revanche, les idées sont faites pour être déchirées, pour être contestées, pour être manipulées, pour être déformées. Et j'espère qu'on pourra continuer ce dialogue. En tous les cas, si vous flashez ce flash code, sinon c'est Jérémy Gaz, mon prénom et mon nom de famille tout attaché, .substack.com. Et j'espère qu'on pourra continuer en tous les cas cette conversation qui m'est extrêmement importante, au-delà de la polarisation, au-delà de la constante polémique qui ne sert strictement à rien. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je serai ravi de répondre à vos interrogations et à vos questions. Jérémy, Oui. j'ai déjà quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, l'honneur de poser la question. Comment? Vas-y. On observe des compétitions entre les États à l'intérieur des États-Unis, en particulier au niveau fiscal, avec des délocalisations de grandes entreprises, par exemple entre la Californie et le Texas. Est-ce que c'est un sujet qui va s'amplifier avec les années? Comment ça se passe, cette fiscalisation territoriale? Ouais, c'est une bonne question. Alors, la réponse courte, c'est je ne suis pas entièrement certain. Et tout ce que je m'apprête à vous dire, ce sont quelques hypothèses qu'il faudra vérifier et surveiller. Je vous dirais, en fait, la concurrence fiscale, ça c'est vrai, elle a toujours existé. Vous connaissez les vieilles histoires du Delaware, là où il faut se placer, et ainsi de suite. Fait intéressant, il y a une entreprise qui, à sa formation, a prêté extrêmement attention à ces différences fiscales. C'était Amazon. Vous connaissez l'histoire par cœur. Essayez de se placer à l'endroit où elle payerait le moins d'impôts d'impôts sur les ventes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, Amazon n'en a que faire parce que ce n'est plus son avantage comparatif. Son avantage comparatif, c'est d'avoir ah, c'est terrible, je perds mon français. Vous voyez, je devrais parler français plus souvent. Mais c'est warehouses, si vous pouvez m'aider. C'est Entrepôt. entrepôts, pardon, excusez-moi. Des entrepôts un peu partout pour essayer de vous livrer le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, la concurrence fiscale, elle a été vraie. Le cas d'Amazon montre à quel point, finalement, elle est peut-être plus aussi déterminante que par le passé. Une autre raison pour laquelle elle pourrait ne pas être aussi déterminante que par le passé, vous avez très justement, et c'est le même choix que j'aurais fait de comparer le Texas à la Californie, je pense qu'il va y avoir aussi un espèce de tribal et idéologique. Et par là, j'entends l'Américain qui veut aujourd'hui vivre en Californie a un profil socio-professionnel qui est extrêmement différent que l'Américain qui accepte d'aller vivre au Texas. De manière remarquable, vous pouvez regarder, il y a deux États qui ont connu une poussée des républicains significative, c'est le Texas et la Floride. Et si vous voulez, le Texas aujourd'hui est un pays, ah, lapsus, est un État qui va, je pense, beaucoup plus, effectivement, comme vous le dites, attirer sur l'écosystème économique favorable, entre autres grâce à la fiscalité, mais pas que, et un univers social, je dirais, plutôt conservateur. La Californie, c'est exactement l'inverse. Ce sont ces familles qui vont venir chercher probablement un système scolaire public de bon niveau, qui va venir chercher une vie sociale assez importante. J'avais mon vieux mentor m'expliquer le nombre de Starbucks parfois, c'est assez intéressant sur la vie sociale qu'on recherche.
le nombre de pistes cyclables aussi. Voilà, autant de tri finalement qui vont se jouer dans cette concurrence. Je ne pense pas qu'il faille dire que la concurrence fiscale n'est pas importante. Je pense qu'elle s'inscrit dans une différenciation de plus en plus grande dans laquelle il va falloir prendre d'autres facteurs de type sociaux et sociétaux même. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'image en fait de la salle ne bouge plus, donc je ne peux même pas savoir si je réponds à votre question ou pas. On t'entend très bien. Oh. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question par contre. Oui, oui, absolument. Oh. Merci. Non, c'est moi. Alors, je vais essayer, pardonnez-moi pour la voix, je suis légèrement enroué. Un commentaire par rapport à votre présentation que j'ai trouvé captivante. On a l'impression que c'est un peu l'alliance des contraires ou situations paradoxales. J'illustre avec deux exemples. Le graphe que vous avez montré avec les élections, l'évolution du Parti démocrate par rapport à la population en termes d'éducation et de revenus et l'évolution du Parti républicain, je trouve, est frappant. Et de voir en même temps que finalement, bon, on va prendre le Parti républicain qui est allé là où les gens ont des revenus plus faibles et un niveau d'éducation plus faible. Et finalement, le président est un peu le contraire de ça, puisque c'est un niveau de revenu très élevé. Je ne dis pas que c'est une intelligence élevée, mais en tout cas, il a une éducation élevée, puisqu'il a eu accès à ça. Et Kamala Harris, c'est un peu l'inverse, finalement. Bon, bien sûr, elle fait partie quand même des grandes personnalités de la justice américaine, mais ce n'est pas une héritière. Voilà, quoi. Donc, alors, à niveau d'éducation, mais je trouve que Trump arrive à cultiver les contraires. Ça, c'était le premier point. Autre contraire, vous parliez du Texas, un État que je connais un peu. Effectivement, ils étaient déjà conservateurs, ils le sont encore plus. Ce qui est très étonnant, c'est de constater qu'en même temps, c'est devenu le premier État, si je ne me trompe pas, producteur d'énergie renouvelable aux États-Unis. Alors, d'un point de vue business, il y a de l'argent à se faire, mais c'est quand même devenu, en plus du pétrole, ils sont devant tout le monde en termes d'énergie renouvelable. Voilà pour les remarques. La question serait plutôt la suivante. On voit bien que des États, la société américaine est fracturée, des États érigent même des clôtures à leurs frontières. Les gens déménagent également en fonction de leurs idées politiques. Est-ce qu'on a vu un tel mouvement dans l'Amérique dans le passé, hormis la période de la guerre de sécession, mais est-ce qu'on a déjà vu une fracture de cette ampleur-là au niveau du territoire entier des États-Unis? Ouais. Enfin, niveau d'éducation fort pour Donald Trump, c'est un MBA de Wharton. Ça vaut encore quelque chose de nos jours, un MBA de Wharton? C'était une blague, hein. Pardon, c'était une blague. Ouais, c'est ça, cette capacité à renouveler et parfaitement d'accord sur le Texas et cette capacité à aller capter le business. Pas la fracture, c'est intéressant comme point, hein. Elle est très très importante parce que finalement, cette polarisation, est-ce qu'elle est si importante que ça quand on regarde, comme vous venez de le rappeler, hein, un pays qui a connu une guerre civile? Je vous dirais un pays qui a aussi connu une espèce de deuxième guerre civile, même si elle était heureusement beaucoup moins meurtrière. Mais les années 60 et le début des années 70 aux États-Unis, c'était quelque chose, hein. Dans entre le mouvement finalement pour les droits civiques, la contestation de la guerre du Vietnam, Woodstock, voilà, la lutte contre comment dirais-je, la menace rouge, qui était un tout petit peu avant d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense que vous avez raison. Là, en réalité, je pense que ce qui est préoccupant, c'est finalement la coexistence de deux systèmes de valeurs qui sont devenus mutuellement exclusifs. Qui fait que finalement, on n'a pas affaire à un pays, on a affaire à deux pays. Quelque chose d'absolument symptomatique et effrayant et hilarant à la fois. Vous savez, ce site, décidément, c'est pas mon soir. Ce site de rencontre où il faut aller sur la gauche ou sur la droite, Tinder. Tinder, qui a fait un sondage auprès de ses adhérents ou de ses clients, qui leur a demandé est-ce que vous seriez d'accord pour avoir un date, un rencard, un rendez-vous amoureux avec quelqu'un de l'autre bord politique? Bien, cette part, elle est en train de devenir de plus en plus petite et de plus en plus se réduire comme une peau de chagrin.
C'est en fait ces deux Amériques qui autrefois se détestaient. Donc ça allait encore parce que grosso modo on allait dans les mêmes bars, mais désormais qui se côtoient et qui ne se comprennent plus et qui ne coexistent plus. Donc, dans ces problèmes-là, en sciences sociales, on sait que de toute façon, la comparaison historique, elle est dangereuse parce qu'elle pourrait nous mener à des conclusions un peu déformées. Là, ce dont on se rend compte, c'est que, effectivement, bah, cette manque de coexistence, ou en tous les cas, ce manque de côtoiement, c'est ça, en fait, je pense, le principal risque. Où est-ce que ça nous mène à la fin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça nous mène à un pays à 50-50 sur une élection présidentielle qui ne comprend pas comment et pourquoi l'autre partie du pays vote ainsi. Ça, c'est le véritable risque qui pourrait se matérialiser par des tensions politiques de plus en plus grandes, allant du très basique shutdown à répétition bah, quelque chose de plus important, à savoir un accident politique, de violence politique ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais en tous les cas, c'est bel et bien le risque auquel on fait face aujourd'hui. Merci. Jérémy, je rebondis sur des questions notamment de Fadi. J'ai pas dit aussi, on a pas mal d'étudiants qui sont en ligne avec nous ce soir de l'école. On les salue aussi, on est ravis de les avoir parmi nous. C'est ça aussi l'esprit d'HEC, c'est de leur faire bénéficier du réseau des anciens. Une question de Fadi sur, c'est sûr que si l'Amérique gagne sur des sujets, ça veut dire que d'autres pays vont perdre sur d'autres sujets. Est-ce que cela signifie que nous allons aller vers plus de conflits dans le monde? Est-ce que c'est pas antinomique par rapport à l'image de Trump, par rapport à ce pacifiste? Est-ce que c'est un homme de paix ou un homme de deal? Moi, il me semble que c'était l'un des présidents américains qui a fait le moins de conflits dans le monde quand il a été président. Quel est ton Ouais. point de vue par rapport à ça? Ah, il était là que pendant 4 ans, hein. Non, non, c'est un point très, très, très important. Fadi, ça pourrait même être quasiment une thèse de doctorat aujourd'hui. Je vais essayer de rester le plus concret possible. Euh, Tu as 2 minutes pour répondre. Comment? J'ai pas entendu. Tu as 2 minutes pour répondre. J'ai 2 minutes pour répondre. Euh, Une euh, question. c'est très frappant en fait. L'idée serait de dire que les États qui suivent leurs intérêts pourraient, bah, je dirais, coexister de manière en équilibre un peu plus parfaite que quand on essaye de chercher des normes sur lesquelles nous ne sommes jamais d'accord. Donc c'est comme ça en fait que j'essaierai d'expliquer ce paradoxe. C'est que effectivement, si le monde est devenu un jeu à somme nulle, eh bien ça veut dire ce rapport de force voudrait dire qu'on reste finalement à l'équilibre ou qu'on trouve un équilibre beaucoup, beaucoup plus. Ça peut aussi vouloir dire une espèce d'efficacité, quoi. Une espèce d'efficacité qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas vraiment, parce que diplomatiquement, d'un point de vue, je dirais, l'approche habituelle diplomatique cartésienne à l'européenne de trouver des compromis, eh bien, est diamétralement opposée à celle de Donald Trump. On l'a vu sur les accords d'Abraham pendant son premier mandat, et on l'a vu sur l'Ukraine. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Vladimir Poutine, si tu ne viens pas t'asseoir à la table des négociations, eh bien, je continuerai l'aide à l'Ukraine. Et il dit à Vladimir Zelensky, si tu ne négocies pas, eh bien, je vais couper l'aide à l'Ukraine. C'est ça le deal et le jeu à somme nulle. C'est véritablement y aller en force, un peu à l'image d'un géant de l'immobilier américain. Et ça pose un certain nombre de questions, effectivement. Bah, jusqu'à maintenant, ça n'a pas créé d'incident. Ça a même créé des accélérations dans le cas des accords d'Abraham. Sur le cas de l'Ukraine, c'est assez frappant, hein, l'idée de la partition de l'Ukraine, à titre personnel, à titre de citoyen, je ne veux pas. Mais elle a fait son bonhomme de chemin à Washington et probablement dans les capitales européennes. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement, ne pas geler le conflit, c'est pas finalement la solution la plus efficace? C'est pas la plus intuitive, c'est pas celle qu'on adopterait avec des principes cartésiens de droit international, c'est celle de Donald Trump. Et effectivement, ben, en essayant de chercher son intérêt personnel, on arrive à un équilibre, en tous les cas pour l'instant, qui résiste. Il doit y avoir une comparaison avec Adam Smith quelque part, mais effectivement, c'est ce que je peux faire en probablement un peu plus que 2 minutes là. Par rapport au conflit de l'Ukraine, comment tu Mm. vois le rôle de l'OTAN? Est-ce que on a eu des menaces dans le passé de Trump sur l'OTAN, retirer les moyens auprès de l'OTAN? Comment tu vois ça? On a également 2 questions par rapport à Georges et François sur ce Mm. sujet-là.
Ouais, c'est très très important et d'autant plus important que pour être un petit peu dans la provocation, je vous dirais tout cela n'a rien à voir avec Donald Trump et ça a tout à voir avec les Européens. Je m'explique. Si vous voulez, donc je vous le disais il y a un instant, je pense que l'idée de partition a fait son chemin depuis longtemps. L'idée étant que l'Ukraine risquerait de ne pas être en mesure de retrouver ses frontières de 1991, en tous les cas à court terme. J.D. Vance, le vice-président, futur vice-président américain, l'a dit de manière peu diplomatique. Il y a une autre personne qui s'appelle Richard Haas, un ancien républicain. On a su par voie de presse qu'il avait participé à des négociations entre Américains et Russes officieuses sur le conflit ukrainien. Richard Haas, qui le dit publiquement et ouvertement, dans Foreign Affairs entre autres, et qui nous raconte et qui nous explique et qui nous rappelle que finalement, il va falloir négocier, que pour l'Ukraine, l'ennemi du bien, c'est le mieux. Et donc, que l'Ukraine devrait probablement s'asseoir à table. Donc, je pense que dans la tête d'un stratège américain, l'idée de la partition a fait son bonhomme de chemin. La question qui se pose à nous, Européens, c'est de se dire, OK, mais est-ce qu'on veut l'Allemagne de l'Ouest ou est-ce qu'on veut un pays complètement démilitarisé, complètement neutralisé? Il va de soi que Vladimir Poutine a déjà répondu à cette question. Il va de soi que les Américains, bah, ma foi, ont beaucoup moins d'enjeux, ça représente beaucoup moins d'enjeux pour eux que ça représente pour les Européens. Et nous, Européens, on devrait être capables bah, d'imposer ce précédent de l'Allemagne de l'Ouest plutôt qu'un précédent de zone démilitarisée et neutralisée. Donc tout ça pour dire, bah, finalement, l'Ukraine dans l'OTAN, moi je pense que ça serait une sacrée bonne idée, mais l'Allemagne n'en veut pas. L'Ukraine dans l'Union européenne, ou en tout cas un partenariat privilégié, je pense que ça serait une sacrée bonne idée, mais je pense que les alliés européens ont énormément de mal à se mettre d'accord là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que Trump a bon dos sur le dossier ukrainien et que finalement l'avenir de l'Ukraine se joue autant à Paris, à Bruxelles et à Berlin qu'à Washington. L'idée d'une partition, elle a fait son chemin et elle est en train de s'imposer. Désormais, c'est cette partie du territoire sur lequel Kiev reste souveraine, qu'est-ce qu'on veut en faire? Je vois que Georges est ukrainien, donc si Georges veut me répondre, je suis en train de regarder très, très rapidement les questions, hein, donc il me manque peut-être quelque chose. Mais On y répond progressivement, donc c'est bien. Des questions dans la salle? Vas-y, vas-y. Oui, il y avait un point sur Obama qui se disait bon, bah, faut voir les 27 chefs d'État et tout ça. Et qu'est-ce qui manque à l'Europe pour avoir une vraie gouvernance? je pense qu'il manque une incarnation. Alors avec le président du Conseil européen, on était censé l'avoir. Avec le représentant pour les affaires étrangères, on est censé l'avoir, mais on se rend compte que enfin, sans vouloir manquer de respect aux personnes qui ont occupé ce poste, on a, semble-t-il, avoir choisi les moins charismatiques qu'on ait pu trouver. Le premier était Herman Van Rompuy, qui était un homme d'une qualité intellectuelle rare, d'une curiosité absolument et une ouverture sur le monde absolument frappante. Et vous le voyez, en fait, côte à côte, quand vous discutiez avec lui, c'était frappant. Mais c'était pas Barack Obama. Je veux dire, il faut pas se mentir. Il y avait des folles rumeurs à un moment. Enfin bon, tout ça est bien entendu historique et bien au-delà de ce dont on parle aujourd'hui à Bruxelles. Mais est-ce que c'était le poste que Nicolas Sarkozy convoitait? Je pense que ça aurait fait désordre au niveau européen. Je pense que beaucoup d'alliés européens n'en auraient pas voulu. Donc c'est très 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 dur. Et je pense que derrière votre point, il y a quelque chose de particulier que j'aurais voulu vous dire tout à l'heure et que j'ai oublié pour tout vous dire, c'est qu'il y a un vrai risque pour les Européens, c'est d'accepter de revenir à une relation bilatérale avec les États-Unis, c'est-à-dire entre la France et les États-Unis, l'Allemagne et les États-Unis, et ainsi de suite. Ça, c'est le véritable risque, parce que c'est là où on va se faire écraser par le rouleau compresseur américain. Donc effectivement, incarner bah, l'Union européenne, c'est incarner un petit peu, je dirais, les intérêts. Quelque chose de remarquable est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. On s'apprête à terminer une présidence hongroise, comme vous le savez. La Hongrie, dirigée par Viktor Orban, comme vous le savez, et qui a choisi comme slogan pour sa présidence européenne Make Europe Great Again.
Mais il est fantastique ce slogan. J'ai un collègue qui m'a fait remarquer, on est passé de MAGA à méga. Je n'avais pas réalisé. Mais c'est fondamental ce slogan. Parce que si vous voulez, il n'y a plus personne en Europe, même parmi les eurosceptiques, même ceux qui pourraient être les ennemis de Bruxelles ou qui se seraient affirmés ennemis de l'Union européenne, plus personne qui parle de l'idée de quitter l'Union européenne aujourd'hui. Le Brexit comment dirais-je, a vacciné tout le monde. Donc, tout oppose Viktor Orban et Emmanuel Macron. Tous les opposent. Emmanuel Macron, j'ai cru comprendre qu'il avait une ou deux crises, hein. Ça fait 2 jours, j'ai pas suivi la politique française, hein. Vous me direz si j'ai raté quelque chose. Et Emmanuel Macron avait cette idée d'autonomie stratégique et de se dire l'Union européenne, au moment de ces fragmentations dont on a dû parler, va devoir revenir et va devoir se recentrer. Bon, Viktor Orban et Emmanuel Macron, aux antipodes en termes culturels, en termes de philosophie politique et ainsi de suite, et pourtant on a deux personnes là qui pourraient s'accorder sur une chose, à savoir l'Union européenne et l'unité d'analyse qui convient en fait et qui est l'unité d'analyse je dirais, le plus petit dénominateur commun. Et je pense que cette idée d'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron aurait et pourrait plaire à un Viktor Orban. Donc, qu'est-ce qui manque à l'Union européenne? Bah, du charisme, déjà et d'une, et une feuille de route. Diable, une feuille de route qui nous permettrait de nous mettre d'accord. Ce potentiel, il existe. Le overlap, il n'est pas aussi petit qu'on ne le croit, mais je crois qu'à la faveur de crises ou à cause de crises politiques internes comme celle qu'on est en train de traverser au moment où nous parlons en France, nous rappelle que trouver des feuilles de route au niveau européen, c'est parfois difficile quand il y a autant de distractions sur le côté. Si je peux me permettre un dernier point, je résiste pas non plus parce que vous aurez compris à quel point je suis un fan d'histoire aussi. Si vous voulez comprendre Emmanuel Macron authentique, lisez le discours du 11 novembre 2018 qu'il donne devant Donald Trump et dans lequel il s'affirme comme la figure politique antipopuliste du reste du monde. Bon, ce qu'on oublie, c'est que ce discours est donné un dimanche, le 11 novembre 2018, et que le samedi qui a suivi, c'est le début de la crise des Gilets jaunes. Donc, bon, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la pandémie, et il y a eu cette crise politique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on se rend compte de toutes ces distractions, mais à la fin, l'idée philosophique, politique, stratégique de l'Union européenne est autrement plus importante qu'on ne le dit. Et en préparant cet événement, c'est ce que j'ai dit à nos camarades. Vous savez, on parle souvent de l'Amérique, on s'émeut souvent de Donald Trump et de ce qu'il incarne, mais moi j'ai acquis la conviction de mes conversations avec les décideurs, de mes conversations avec les journalistes, que la plupart du temps, quand on parle du danger américain, en réalité, on parle de nous, on parle de nos vulnérabilités européennes. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir s'attacher à essayer comment dirais-je, de réparer. Merci. Merci, Jérémy. Une question sur d'Eric. Il me semble que le début de la guerre commerciale des US commence par la dérégulation pardon, de l'extraction des matières premières US, complétée par des tarifs douaniers éventuellement 25%, comme en 2017. Ceci serait une grande rupture par rapport à Biden. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ouais, alors effectivement, je vois le début de la phrase, mais je crois que c'est le début de la phrase qui m'échappe. Donc je comprends en fait le début de la guerre commerciale des US aujourd'hui par la dérégulation de l'extraction des matières premières et de fracking, certes, et ça c'est mon exception environnementale. Ça c'est probablement une des ruptures fondamentales, ça on est bien d'accord. Les tarifs douaniers de 25%, encore une fois, c'est une posture. C'est une force de négociation, une force d'essayer de trouver un deal. Et vous savez, Joe Biden n'a pas été plus timide que Donald Trump en matière de guerre commerciale. Sous Donald Trump, c'était un coup de semonce et les marchés financiers se sont dit que ça ne va pas durer. Les marchés financiers ont changé d'avis sous Joe Biden qui a rendu cette politique commerciale américaine beaucoup plus cohérente, beaucoup plus structurée. Donc, si vous voulez, oui, la guerre commerciale, oui, ça va être spectaculaire parce que ça contredit les approches diplomatiques habituelles. Mais encore une fois, l'environnement fondamental, mais je pense que ça fait partie
de l'exception. Les tarifs douaniers, je pense que c'est la nouvelle règle, en tous les cas, dans cette posture des négociations, pour essayer de faire plier les partenaires habituels. Souvenez-vous de la renégociation des accords de l'ALENA. Finalement, à la fin de l'affaire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un deal qui est sorti de là, un deal relativement modeste, et la plupart des observateurs et des experts de l'ALENA vous auraient dit en cas de victoire d'Hillary Clinton en 2016, la renégociation de l'ALENA se serait passée pareil. Donc oui, le point de départ est extrêmement impressionnant, c'est spectaculaire, c'est un feu d'artifice à la Donald Trump, mais je ne suis pas certain qu'on est véritablement dans la rupture. Il y a d'autres questions. Peut-être une autre. Si on, pour aller sur le terrain judiciaire, j'aimerais juste savoir par rapport à votre connaissance de la société américaine, si maintenant avec son élection et le fait qu'il ait une administration beaucoup plus préparée qu'en 2016, est-ce que Donald Trump est complètement à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires concernant collusion d'intérêts avec la Russie? On sait que le directeur du FBI s'est fait virer sous Donald Trump. On sait que l'ancien directeur de la CIA sous Obama, mais est aussi très inquiet. Il y a pas mal de faisceaux. Bon voilà. Est-ce qu'il y a un risque ou est-ce que le système américain fait que pendant les 4 prochaines années, il est intouchable? Ouais, alors la réponse courte est oui. Euh, Si vous me donnez juste l'occasion de répondre à Bertrand, je crois que je l'ai offusqué avec mes paroles sur Jean Raspail et le camp des saints. Mon cher Bertrand, je suis désolé, je ne voulais pas vous offusquer. Moi, je vous propose qu'on en reparle ensemble et qu'on se dispute et qu'on se réconcilie autour d'une bonne bière. Voilà. Donc, pardon, je ne voulais pas offusquer Bertrand, je savais de toute façon, c'était la réponse aux questions judiciaires, elle a été à peu près réglée par la Cour suprême d'une manière pas très satisfaisante pour un certain nombre de démocrates américains. La Cour suprême nous a dit, dans l'exercice officiel de ses fonctions, un président américain ne peut pas être puni par la loi. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une suspension d'un certain nombre de jugements à New York dans cette affaire comment dirais-je, de paiement d'une star porno, dans le cas de la Géorgie où Trump est accusé, comment dirais-je, d'avoir essayé de traficoter les élections et ainsi de suite. Donc, en tout cas, la Cour suprême a répondu à ça. Donc, en fait, effectivement, toute poursuite judiciaire est décalée de 4 ans, sachant que je ne sais pas de quoi le monde sera fait dans 4 ans. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est, et ça vient de quelqu'un qui était extrêmement attaché aux valeurs judiciaires et qui l'est toujours, et donc ne vous méprenez pas sur ce que je m'apprête à dire, mais je vous dirais, on a perdu cette bataille judiciaire. On l'a perdue. Le système politique américain est ainsi fait et le système judiciaire américain est ainsi fait que Donald Trump a réussi finalement à passer par les mailles du filet et que finalement, dans l'œil et dans la vision des Américains du tribunal populaire, si vous voulez, eh bien, tout ce qu'on lui a reproché, ça relevait du politique. Et ça, c'est important de s'en souvenir parce que ça veut dire que le procureur qui va vouloir relancer tout ça risque de braquer une opinion publique qui est déjà tout sacrément braquée, pour ainsi dire. Et donc, je pense qu'il va falloir essayer pour les démocrates de se battre sur un terrain autre que le terrain judiciaire, qui est donc le terrain politique, et de se rendre compte que les recettes politiques aujourd'hui n'ont pas fonctionné, que les gens qu'ils protégeaient hier ou qui avaient l'impression qu'ils étaient protégés hier, à savoir ces populations plus vulnérables, et qui étaient, comment dirais-je, moins éduqués relativement, eh bien, c'est eux qu'il va falloir convaincre et sur le plan judiciaire, ça ne marche pas. Là aussi, pardon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Si, très bien, merci. Très bien. Une autre question, je reviendrai sur face à la compétition mondiale pour attirer les investissements internationaux. Quels atouts les États-Unis peuvent-ils
exploiter pour rester compétitif face à la Chine et à l'Europe? Quel secteur pourrait offrir un avantage durable? Et dans la continuité, il y a aussi une question sur comment voyez-vous l'évolution des grandes économies du Sud global comme l'Inde ou la Chine dans un contexte de remise en question du rôle du dollar comme monnaie de réserve, de révision des accords monétaires? C'est une question très large, ça. J'ai 1 minute, c'est ça? Non, t'as la trois. Euh, euh, alors, je vous dirais, on a déjà une partie de la réponse. Et ça, tout ça, ça s'inscrit dans la transformation structurelle des États-Unis. À savoir, les Américains ont répondu à cette question en disant une politique budgétaire extrêmement agressive qui s'est manifestée par l'Inflation Reduction Act et qui, pour être extrêmement simpliste après 19h30 le soir, pour résumer la chose, c'est venez aux États-Unis et nous vous payerons pour décarboner. C'est assez frappant. J'imagine que dans la salle, il y a des gens autrement plus informés que moi. Les témoignages que j'ai eus, c'est un certain nombre d'entreprises qui disaient avoir des plans d'investissement en Europe et finalement qui ont mis fin à ces plans et tout a été siphonné par l'Amérique et par les États-Unis à travers ces plans-là. Donc là, Inflation Reduction Act, on se l'est dit tout à l'heure, c'est la manifestation la plus frappante, la plus spectaculaire, mais il y en a quand même un certain nombre d'autres. Le CHIPS Act avec les usines dans l'Ohio et en Arizona en sont une toute autre manifestation. Donc voilà, ça c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être où se place la Silicon Valley. Alors, j'avais ce débat avec un éditeur très parisien hier et il m'a dit quelque chose de très frappant et il a raison. C'est The Economist vous dit il y a 2 semaines que désormais la Chine est le leader des renouvelables au monde et finalement va nous manger tout cru. Et lui me disait, mais c'est quoi la preuve de ça? C'est-à-dire, quelqu'un d'entre vous rappelait à quel point le Texas se portait sacrément bien en la matière des renouvelables c'est quand même une cible mouvante. On n'a pas dit notre dernier mot. Et puis, je vous rappelle aussi, mais vous le savez, Amazon, Microsoft, c'est eux qui sont en train, à eux tout seuls, de relancer le programme nucléaire américain. Parce que eux viennent de se rendre compte que, compte tenu du besoin en électricité qu'ils vont nécessiter, notamment avec l'intelligence artificielle, mais pas que, c'est eux, à eux seuls, qui sont en train de relancer le nucléaire américain. Donc, on a cette pression de la Silicon Valley aussi, qui est de dire ne mettez pas entre les mains du gouvernement fédéral américain ou d'ailleurs des États américains fédérés la seule clé de la solution. Le secteur privé est extrêmement actif. C'était le premier à avoir râlé quand Donald Trump a dit je quitte les accords de Paris en disant on laisse à la Chine une avenue pour se développer. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième chose, la pression interne provenant de la Silicon Valley. Sur la question de la dollarisation, enfin, j'ai envie de vous dire, il y a eu des tentatives qui n'ont pas été fructueuses. Il y a eu finalement un euro qui reste sacrément, sacrément timide par rapport à tout ça. Il y a eu le coup de la menace de Donald Trump que personne n'a compris en disant aux BRICS faites gaffe à ce que vous faites parce que sinon je vais vous punir. Et puis on ne savait pas exactement d'où ça venait, cette menace. Allez savoir avec qui il avait déjeuné à midi, qui l'a conduit à exprimer une telle menace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, à mes yeux, il y a quand même pas mal de statu quo et que effectivement la montée en puissance de la Chine et le fait que Made in China ne veut plus du tout dire peu fiable mais peu cher et donc très accessible, mais quelque chose de niveau beaucoup plus élevé, je pense que la concurrence, elle a encore lieu, que les Américains vont investir énormément dans leur écosystème au nom du business, mais au nom d'une certaine vision de la stratégie américaine qui est de dire finalement, on ne peut pas laisser à la Chine la suprématie technologique. Donc, à coup de rivalité géopolitique qui passe par des sanctions technologiques, des restrictions technologiques, des sanctions économiques, et ainsi de suite, bah, le tout va essayer, me laisse penser en tout cas que ce bras de fer est là pour continuer. Et là aussi, en espérant ne pas avoir oublié un aspect de la question. D'autres questions?
Il y avait une question sur le retour du campus des étudiants aux États-Unis. Si j'ai bien retenu la question, c'est quelle évolution, quel impact ça aura dans quelques années aux États-Unis? Est-ce qu'on va sur une division ou est-ce qu'on va au contraire sur une pensée unique? Comment tu vois cette jeunesse d'ailleurs? Je vais élargir la question. Et comment tu vois cette jeunesse par rapport à toute cette question, que ce soit sur l'écologie, sur le nombre de la population dans le monde, sur tous les sujets aussi importants? Et cette jeunesse américaine, finalement, est-ce qu'elle a un œil international? Est-ce qu'elle est vraiment que au niveau national? Comment tu vois l'impact de cette évolution des campus? Ouais. Euh, comment dirais-je? C'est là où j'aimerais bien avoir un joker, appel à un ami, tiens. Euh, euh, en réalité, il y a plusieurs niveaux. C'est le côté le plus spectaculaire, mais à quel point c'est représentatif, en fait, de cette génération américaine? Ça, c'est la première question. C'est est-ce que c'est véritablement symptomatique de cette jeunesse qui vient, ou est-ce que ça a été une jeunesse particulièrement bien organisée, particulièrement vocale, particulièrement bien connectée avec les médias américains, et il y a eu un effet de loupe? Ça, je ne sais pas. C'est une question que je me pose en tous les cas. La deuxième chose, c'est à quel point est-ce qu'elle va être pragmatique? Parce que l'élection de 2024, moi, elle me dit, et je l'ai dit à nos MBA du campus, vous savez, ceux d'entre vous qui vous décrivez comme progressistes, et j'espère qu'il y en a beaucoup, ceux d'entre vous qui vous décrivez comme libéraux, libéraux au sens anglo-saxon du terme, et j'espère qu'il y en a beaucoup. C'est pas mon cas, mais j'espère que vous êtes là parce que c'est dans la diversité des profils politiques qu'on arrive à s'engager dans un bras de fer et qu'on arrive à trouver des bonnes idées, parce qu'il n'y a aucune idée de sacré. J'ai pu vous le dire tout à l'heure, n'est-ce pas? J'espère que ces gens-là se rendent compte, cette population-là se rendent compte que finalement l'agenda qu'elle a développé autour des thèmes de la diversité, et Dieu sait à quel point la diversité c'est important, autour de ce qui est très vulgairement appelé woke, mais à mon avis on n'est pas tout à fait d'accord sur ce que woke veut vraiment dire. Et finalement ce progressisme, j'espère que cette population-là se rend compte qu'elle n'a pas convaincu et qu'elle n'a pas réussi à mobiliser. Et donc, si elle est pragmatique, elle pourrait potentiellement changer son fusil d'épaule et essayer de refaire une autre démonstration de la diversité et repenser finalement son agenda politique. Je ne sais pas si elle en a les moyens intellectuels, je ne sais pas si elle en a la volonté politique, mais ça, c'est une deuxième question en tous les cas que je me pose. La troisième chose, c'est la question un peu plus large. C'est, vous savez, quand je vous rencontre, vous, les un petit peu plus expérimentés, les un petit peu plus mûrs de cet auditoire, hein, vous avez noté, je vous ai pas dit vous étiez les plus vieux. Mais c'est vrai que vous êtes souvent à me poser cette question et cette génération Z qui arrive, comment se comporte-t-elle et comment se comporter avec elle? Vous savez, c'est frappant parce que moi, je la connais un petit peu, je la côtoie sur ce campus. Et vous savez, c'est une génération qui est effrayée, bah, je dirais, de pas tout comprendre. Et effrayée par ce monde qui vient, parce qu'on lui avait promis des choses dans sa jeunesse qui ne se matérialisent pas aujourd'hui. Et qui décide de ne plus acheter dans l'immobilier, par exemple. Souvenez-vous, quand nous, on a acheté dans l'immobilier, c'était une manière de couper le cordon ombilical une deuxième fois quand on faisait des enfants. C'était notre expression, je dirais, dans notre foi en l'avenir. Bah, cette génération-là, elle n'a plus envie d'acheter dans l'immobilier parce qu'elle trouve ça débile. Surtout les Américains qui ont vu peut-être des parents ou des proches perdre leur maison en 2008, en 2007 avec la crise des subprimes. Faire des enfants, ouais, mais enfin bon, avec le pessimisme ambiant, c'est pas forcément la priorité. Et je dirais une population qui arrive donc sur le marché du travail avec des ambitions d'impact, des ambitions de changer le monde et probablement des ambitions de nature un peu moins financière que les nôtres. Et c'est ça en fait qui caractérise cette jeunesse, alors avec toute sa naïveté, avec toute sa modestie légendaire, et j'espère que vous entendrez mon sarcasme, mais avec un talent je dirais, qui est, en tout cas, dont on aurait tort de se priver, qui est de dire, bah, les recettes jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, n'ont pas fonctionné et qu'il est grand, grand, grand temps pour nous
de penser la vie autrement, en tous les cas, de penser notre approche avec cet œil tourné plus vers l'impact. Voilà, là aussi, j'espère avoir donné quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Ouais, j'aurais une dernière question. On va rencontrer Donald Trump dans 2 jours à Paris. Il arrive, il n'est pas encore président, mais il est déjà à une réunion internationale à l'occasion de l'ouverture de Notre-Dame de Paris. C'est quand même tout un symbole entre Ouais. cette image de Notre-Dame millénaire, Paris, la France, Notre-Dame qui est morte et qui revit comme un tel phénix et il vient à cet événement. Quelle image tu y vois? Est-ce que c'est prometteur aussi? Est-ce que... Ouais, alors je dirais en termes de stratégie politique cynique, bête et méchante, je pense que c'est une bonne chose en fait. Parce que si c'est un président transactionnel, un président qui pense pas au compromis mais qui pense au deal, je pense à partir du moment où il est dans la pièce, c'est à ce moment-là on peut attirer son attention et on peut le convaincre. Ou si ce n'est le convaincre, en tout cas on peut engager une conversation avec lui. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. D'un point de vue protocolaire, là aussi bête et méchant, je me pose quelques questions, parce que d'un point de vue protocolaire, je peux me tromper, mais j'ai cru comprendre qu'il compte pour rien aujourd'hui, Donald Trump, officiellement. Donc à voir où est-ce qu'il va s'asseoir et à voir comment, et je souhaite bon courage à la personne en charge du protocole. En tous les cas, c'est samedi, je crois, hein, samedi soir, là, vendredi, samedi, bon, bref. Donc, bon courage à lui. La troisième chose, aussi bête, méchante et cynique, c'est comment est-ce que ce président Macron a-t-il mûri et a-t-il vieilli par rapport à cette première rencontre historique et ô combien insolite, enfin, ils s'étaient rencontrés avant, mais sur les Champs-Élysées pendant le défilé du 14 juillet. Ça aussi, ça pourra être amusant de voir comment finalement ces tests, et merci tous d'être là, hein, il va nous parler dans 3 minutes, donc on verra bien ce qu'il nous raconte. Mais ça aussi, ça va être important de voir ce rapport de force et cette volonté politique, encore une fois, de l'Union européenne de s'engager dans un dialogue de nature différente avec les États-Unis. Donc, ça, c'est pour la partie stratégique politique, il me semble importante en tout cas de souligner. Pour la partie plus large, je veux dire, Notre-Dame, visiblement, c'est important, suffisamment important pour que les Américains se déplacent à haut niveau. Je dirais, c'est le symbole d'un renouveau. Si on est le président de la République française, je pense que c'est ça qu'il va essayer de nous vendre. Mais ce qui est important, c'est de voir, finalement, la puissance, c'est quelque chose que Donald Trump respecte. Et la puissance, c'est la taille du militaire et de l'OTAN. D'ailleurs, comme il a pu nous le rappeler à de nombreuses reprises sur notre manque d'investissement dans l'OTAN, mais c'est une partie du soft power aussi. En 2017, si Donald Trump est si attaché à la figure d'Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'à ses yeux, un gars, et pardon de la familiarité, mais un gars qui se fait élire président de la République aussi jeune est forcément un gars très fort aux yeux de Donald Trump. Donc ce soft power, il va falloir essayer d'en jouer. Je pense que les Européens, il va falloir qu'on lâche un peu cette timidité quasi malative et qu'on soit en mesure comment dirais-je, de s'engager dans ce rapport de force. Ce même éditeur me faisait remarquer, en français on dit négociation, mais on dit deal aussi. Et c'est pas la même chose. Et nous, Européens, on pense négociation, lui, il pense à un deal. Et ça, ben, écoutez, la proximité physique déjà le permet, mais une forme d'attirance ou de séduction, même si c'est avec quelqu'un qui nous horripile en tant qu'être humain potentiellement, joue un rôle important aussi. Je pense que, j'espère que les Européens et que le président Macron s'en souviendra. Merci beaucoup, Jérémy. Écoute, on va te laisser suivre la prochaine conférence qui va débuter à 20h sur France 2, qui répondra sûrement plein de tes sujets. Un grand merci à toi de ton intervention, de ta bienveillance, et de ce partage d'informations. Merci à vous. Merci de l'accueil. Tu es le bienvenu dans les Pays de la Loire. Mais en attendant, surveille ta boîte aux lettres. Les Pays de la Loire vont venir à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous. N'hésitez pas. C'est qu'un début du dialogue. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis en visio. Et c'est vraiment c'est un grand plaisir de vous avoir tous accueillis. Donc, merci et à bientôt, quelque part. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. À bientôt.